Et si le destin tragique d'un personnage biblique mort il y a des millénaires au Moyen-Orient était en fait secrètement encodé, non pas dans les manuscrits en hébreu, mais dans une langue parlée aujourd'hui par des millions de personnes en Afrique centrale. C'est un peu le postulat vertigineux qu'on va décrypter aujourd'hui. L'idée que les textes anciens, qu'on pensait vraiment gravés dans le marbre et analysés sous tous les angles, puissent soudainement s'ouvrir sous une lumière radicalement différente grâce à la linguistique comparée et aux traditions orales. C'est un changement de paradigme complet, en fait, par rapport à la philologie classique. Au lieu de regarder uniquement les vieux parchemins ou les traductions grecques et latines, cette approche propose de chercher des résonances vivantes dans des langues contemporaines qui portent une très longue mémoire orale. Ouais, c'est fascinant. Notre document source du jour provient de la chaîne Les Secrets de la Bible, qui est ancrée dans la tradition ancestrale Kwankulu Yabana Isalela, ce qui désigne les enfants d'Israël. Et la mission de notre plongée d'aujourd'hui, c'est d'examiner une proposition très spécifique de ce document, à savoir que la langue africaine lingala contiendrait des clés mécaniques pour déchiffrer les noms, les personnalités et les destins croisés des figures bibliques hébraïques de Rachel et Jacob. Mhm, tout à fait. Voilà, d'accord. Alors, décortiquons tout ça. Moi, l'image qui me vient, c'est imaginer qu'on trouve un vieux coffre-fort hébreu et que soudainement, une clé linguistique en lingala s'insère parfaitement dans la serrure pour l'ouvrir. C'est exactement ce que propose notre source, en fait. Et cette métaphore est super juste. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la linguistique compare la structure même des consonnes entre deux langues qui semblent, à première vue, complètement éloignées, pour révéler des schémas cachés. Mais il faut d'abord regarder la mécanique des mots, et plus particulièrement la façon dont la lettre R se comporte. Ah oui, la fameuse règle de la consonne. Parce que c'est vrai qu'on a l'hébreu ancien d'un côté et le lingala de l'autre. Le Moyen-Orient et le bassin du Congo. Le grand écart semble immense. Comment la source relie cela concrètement? Alors, le document s'appuie sur le fait que l'écriture hébraïque biblique est fondamentalement consonantique, c'est-à-dire qu'elle s'écrit sans voyelles. Les voyelles ont été ajoutées bien plus tard par des érudits pour fixer la prononciation. C'est un peu comme si l'on observait l'ADN d'un mot, non? Les consonnes forment le squelette génétique qui traverse les millénaires et les voyelles, ce sont juste les vêtements que ce mot porte. C'est ça. Selon le climat, l'époque ou la région, le mot change de vêtements, de voyelles, mais son squelette osseux reste intact. Et si on applique ça au premier personnage, Rachel, le nom hébreu se prononce Raquel. Si on retire les voyelles, on obtient trois consonnes. R, K et L. D'accord, donc RKL. Et c'est là que le document fait intervenir le lingala. Il indique qu'en lingala, la lettre R subit une mutation et se prononce généralement comme un L. L'exemple de la source, c'est le mot radio qui devient l'adio à l'oral. Du coup, notre RKL deviendrait LKL. Parfaitement. Le R devient un L. Mais attends une seconde. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Mais est-ce que c'est pas un peu facile muter un R en L pour faire coller une théorie? Est-ce qu'on retrouve cette permutation uniquement entre le lingala et l'hébreu ou est-ce que l'hébreu lui-même joue avec ses lettres? Ah, la question de l'opportunisme linguistique. La source est très rigoureuse là-dessus. Elle démontre, avec des notes à l'appui, que l'hébreu lui-même fait cette bascule interne entre le R et le L. Ce n'est pas une manipulation artificielle moderne. Ah bon? T'as un exemple précis? Ouais. Prenons le nom d'Aaron. Aaron en hébreu, dont les consonnes sont RN, ça signifie haut placé. Eh bien, dans la même langue, on trouve le mot Elon, avec les consonnes LN, qui signifie aussi haut placé. Ah ouais, d'accord. Si nous relions cela à la vue d'ensemble, ça montre une fluidité linguistique tout à fait cohérente au sein des langues anciennes, où le R et le L, qui se forment au même endroit dans la bouche, s'échangent constamment. Ok, donc appliquer cette règle à Rachel, c'est pas une anomalie. Donc on a les consonnes LKL et qu'est-ce que le lingala nous donne avec ce squelette génétique? Ça nous donne le mot lakela, dérivé de la racine laka. Et lakela a un sens très précis, souhaiter, promettra ou fixer une date. Attends, promettre et fixer une date. Mais c'est l'histoire littérale de Rachel dans la Bible. Exactement. Dans la Genèse, Jacob a servi son oncle Laban pendant 7 ans. Puis il s'est fait tromper et il a dû travailler encore 7 ans. Donc 14 ans au total, juste pour épouser Rachel. Waouh!
Donc elle est littéralement la femme promise pour laquelle une date a été fixée et repoussée, celle qui a attendu le plus longtemps. C'est ça. Le mot incarne parfaitement l'attente de la promesse. Mais, et c'est là qu'on passe à un autre niveau, un mot qui lie deux personnes par une promesse pour aussi se retourner contre elles. La racine linguistique cache en fait un double sens tragique. Un double sens, comment ça? C'est l'idée du double tranchant du mot lakela dont parle le document. Oui, en lingala, lakela signifie aussi jeter un sort ou formuler un vœu qui peut être bon ou mauvais. Par exemple, kolakela malamu veut dire être béni, tandis que kolakela mabe, c'est être maudit. Ah, je vois où tu veux en venir. On arrive au chapitre 31 de la Genèse. L'histoire où Rachel dérobe les dieux, les petits fétiches de son père Laban juste avant de fuir. Exactement. Laban les poursuit, fouille le campement. Et Jacob, qui ignore totalement que Rachel a volé les fétiches, prononce une phrase fatidique pour prouver son innocence. Il y a un truc du genre périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, c'est ça? C'est exactement ça. Il vient de prononcer, sans le savoir, un lakela mortel contre sa propre femme. Un sortilège à l'aveugle. Et la conséquence narrative, on la connaît, Rachel perd la vie tragiquement peu après en accouchant sur la route. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? C'est comme si le nom même de Rachel contenait tout le scénario de sa vie. Elle porte en elle le contrat de mariage éternel de 14 ans, mais aussi la clause de rupture fatale. Ouais, c'est d'une ironie cruelle. Ça montre la puissance de la parole prononcée à l'aveugle. Cela soulève une question importante sur la manière dont les textes anciens mettent en garde contre les paroles hâtives, surtout quand l'ignorance s'en mêle. C'est fou de voir tout ça compressé dans ces 3 consonnes. Mais ce destin funeste se passe pendant qu'ils voyagent, non? Et la source dit que leur nom s'emboîte aussi sur ce thème du mouvement, de l'anatomie, juste. Tout à fait. C'est l'anatomie d'un voyage. Classiquement, en hébreu, Rachel est traduit par la brebis. Mais le document montre que l'origine du mot est intimement liée au voyage. En hébreu, voyager vient de yalek ou alak, aller, traverser. L'idée du voyage se dit leka. Leka, avec le L et le K. Et en lingala, ça donne quoi? En lingala, leka signifie aussi passer ou voyager. Par exemple, un voyageur se dit molekin zela, et leka devient lekela, qui nous ramène à notre LKL. Mais lekela a une nuance supplémentaire, ça signifie dépasser. Dépasser? Ah, Ce qui pointe directement vers le nom de Jacob. Parce qu'en hébreu, Jacob signifie supplanter ou passer devant, non? exactement. Leurs deux identités se croisent sur cette idée d'avancer et de dépasser. Et la source va encore plus loin dans l'anatomie. En lingala, la racine verbale attribuée à Jacob, c'est koba, qui veut dire avancer, marcher. D'accord. Et en tant que nom, kobi, notamment en kikongo, une langue très proche, ça signifie le pied ou le talon. Et c'est là que c'est brillant. L'hébreu corrobore ça parfaitement. Ah ouais, comment? Jacob vient des consonnes KB, de akab ou akeb, qui signifie le talon en hébreu ancien. D'accord, donc Jacob a la racine KB pour le talon, parce qu'il tenait le talon de son frère à la naissance. Et Rachel, qu'est-ce qu'on fait de son LKL? Eh bien, le LKL lingala, notre lekela, donne aussi naissance au mot lokolo. Et devine ce que signifie lokolo. Le pied? Le pied. Les deux noms s'assemblent pour former les pieds nécessaires au voyage. Mais, et c'est un grand mais, lokolo vient de la racine loka. Et loka veut dire ensorceler ou jeter un sort. Non, c'est incroyable. C'est comme un puzzle anatomique parfait. On a Rachel qui représente le voyage, le passage, et Jacob qui représente le talon ou le pied qui permet ce voyage. Ils sont littéralement faits pour marcher ensemble. Mais la boucle du destin funeste est bouclée avec cette racine d'ensorcellement. C'est exactement ça. C'est une toile thématique d'une richesse incroyable, tissée autour de l'avancée et du destin partagé, juste avec les racines KB et LKL. Mais si, le pied permet d'avancer, il permet aussi de faire des croche-pattes, tu vois. C'est cette idée de faire trébucher qui nous amène à la dernière grosse révélation de la source sur la dynamique toxique de leur couple, c'est ça? Ouais, on arrive à la mécanique de la tromperie. L'arroseur arrosé. Le mot lokolo, le pied, outre le fait de jeter un sort, signifie également tromper ou duper en lingala. Tromper. Et le nom de Jacob en hébreu, Akab, il veut dire quoi déjà? Il porte exactement cette même signification. Tromper ou duper par la ruse. Et en lingala, l'action de duper se dit kuba, ce qui nous ramène directement à la racine KB, commune à Akab et Jacob. Attends, c'est un retournement de situation de fou. Le maître absolu de la tromperie.
Jacob, celui dont le nom signifie tromper, se fait duper par sa propre femme, Rachel, qui lui cache le vol du gris-gris. C'est ça. Et à cause de cette tromperie originelle, il maudit sa femme sans le faire exprès. L'ironie est totale. C'est clair. Jacob est finalement terrassé par une ruse qui se retourne contre lui. Honnêtement, c'est une architecture narrative digne des plus grands thrillers psychologiques modernes, sauf que c'est encodé dans des consonantiques. Une symétrie parfaite. Chaque action, la ruse de Rachel, la malédiction de Jacob, leur voyage commun, est encodée dans ces fameuses racines KB et KL. Ça prouve l'immense richesse de ces traditions orales et écrites, et comment elles communiquent entre elles. Bah écoute, c'est vraiment dense tout ça. Pour récapituler un peu, on doit bien admettre que cet exercice de la source est spectaculaire. C'est clair. Ça démontre comment un simple jeu de consonnes, d'un côté LKL et de l'autre KB, arrive à raconter toute l'histoire de la promesse, du voyage, de la malédiction et de la tromperie entre ces deux personnages. C'est une façon super rafraîchissante et nouvelle de lire un texte antique, je trouve. Complètement. Ça redonne vie à des récits qu'on lit souvent de manière un peu plate ou dogmatique. Et pour clore cette analyse détaillée, il y a une pensée finale dans le document qui m'a vraiment marqué, une réflexion qu'on peut laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, sur le motif du vol. Ouais, la source mentionne super brièvement, à la toute fin, que Rachel avait, je cite, de bonnes raisons de craindre le fétiche de son père. C'est pour ça qu'elle l'a volé. Elle était terrifiée par cet objet. Une terreur occulte qui la pousse à la faute ultime. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion beaucoup plus large. Si des langues modernes comme le lingala contiennent l'écho parfait, presque chirurgical de ces drames antiques, on peut se demander quels autres secrets, quelles autres peurs, croyances et mystères du monde ancien résonnent encore de manière totalement invisible dans les mots qu'on prononce tous les jours autour de la planète. C'est vertigineux quand on y pense. Les mots sont vraiment des fossiles vivants. Ouais, des fossiles vivants qu'on utilise pour aller acheter du pain, c'est fou. Gardez ça en tête la prochaine fois que vous parlerez. À très bientôt pour une nouvelle plongée. Lokumna kolomukulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le losako, yabana, isalela. Je reviens rapidement sur ce sujet pour apporter quelques éléments pour compléter. Déjà, il faut retenir que l'Akela, ce prénom ou ce nom en première intention, fait référence à celle qui est prédestinée ou celle qui est promise. Et nous avons vu dans le récit biblique de Genèse chapitre 29 versets 18 à 21 que effectivement Jacobi, on lui avait promis de lui donner Lakela comme épouse après 7 ans de travail. Mais cela n'a pas été respecté, ça a été prolongé jusqu'à 14 ans. Ensuite, on se souvient qu'il y a eu la parole de malédiction prononcée involontairement par son mari, le mari de Lakela, Jacobi. Et on a vu que, en hébreu, il se trouve que le nom de Rachel est traduit, donc Raquel en hébreu, est traduit par l'agneau ou la brebis. Il se trouve que l'agneau est un animal que l'on sacrifie pour se faire pardonner ses péchés. Plutôt que de tomber sur le pécheur, le péché tombe sur l'agneau qui est mis à mort. Et il se trouve que c'est comme la parole mortelle de Jacobi qui est tombée sur Lakela, la brebis. Et quand on a vu l'origine du nom de Rachel, Raquel en hébreu, on nous dit que ça veut dire la brebis, mais l'origine de ce nom fait référence au voyage. Or, les mots du voyage en hébreu sont comme Leka, Yalak, Alak, etc. Or, là, on n'est plus avec le R, mais avec la lettre L, puisqu'on a dit que le R se transforme en L en Lingala, et il se trouve que les mots du voyage se trouvent en L même en hébreu. Donc, ça ne devient pas Reka, mais Leka. Yalak et non pas Yarak. Ça, c'est une chose aussi à retenir. Si on regarde plus en détail, on voit que le voyage en hébreu se dit Leka, et on nous dit que ça vient de Yalak, qui veut dire avancer. Et il se trouve que Yalak a comme variante Alak, qui signifie
avancer, traverser, se promener. Il y a encore une autre variante de halak qui veut dire promenade. Enfin, un tout dernier halak qui veut dire droit de passage. Et on voit qu'en lingala, leka, ça veut dire passer. Et on a moleki qui veut dire le promeneur, donc se promener, le passant ou le voyageur, comme leka en hébreu, le voyage. On voit bien que ça a le même sens qu'en lingala, avec la racine consonantique LK, et non pas RK, comme le R de Raquel en hébreu. Comme le R de Raquel en hébreu. C'est donc ce leka en lingala qui devient lekela, LKL, comme la racine consonantique de Raquel en lingala, LKL, lakela. Parmi les termes en lingala en LKL, il y a aussi lokalo, c'est-à-dire le train ou la locomotive, c'est-à-dire un véhicule qui permet de voyager. Donc ça nous renvoie toujours au voyage. Et on sait que Lakela est morte durant un voyage sur la route. D'ailleurs, Leka en lingala veut aussi dire circuler, trafic sur la route, etc. Et Lakela est morte à cause des fétiches de son père Laban. On va l'appeler comme ça, jusqu'à ce qu'on revienne sur son nom dans un autre sujet bien plus précis dans la tradition ancestrale, le Kwankul Yaban et Isalela. Et nous disons qu'elle avait de bonnes raisons de craindre ces fameux fétiches de son père. Mais on en reparlera Sokinkolo Alingi. Et en parlant de son père Laban, qui avait dupé Yacobi en lui faisant travailler 7 ans pour épouser Lakela, mais il obtiendra à la place Léa, la sœur aînée de celle-ci, et Laban avait donné comme raison une parole codée. Il a dit: ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. La cadette en lingala se dit leki, du verbe leka, dépasser en lingala. Donc le leki, donc le cadet ou la cadette, c'est celui ou celle qui est dépassé, qui est précédé par une autre personne, un frère ou une sœur. Donc sous-entendu, dans la parole de Laban, par rapport à Yacobi, il lui dit ici, Yacobi ne pourra pas faire avec Lakela, Rachel, ce qu'il a fait avec son frère jumeau, Soaï ou Esso, c'est-à-dire de le dépasser, comme le suggère le sens de son nom. Donc Koba en lingala, ça veut dire, non plutôt Koba, ça veut dire surpasser, dépasser. Et le nom aussi de Rachel, donc nous avons LKL, Lekela, du verbe Leka, donc toujours surpasser. Donc Laban entendait être un obstacle face au destin de Yacobi et de Lakela. Il ne voulait pas qu'il y ait un dépassement. Mais on ne va pas rentrer en détail parce qu'on sait que Yacobi a pris le droit d'aînesse de son frère jumeau Soaï, qui était pourtant né en premier. Donc, Laban a dit, ici, ça ne va pas se passer comme ça, malgré votre destinée qu'il arrivait à voir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que en lingala leka, ça veut dire aussi au-dessus. Et ou surpasser. Et ça devient lekela, donc être au-dessus ou surpasser. Être au-dessus de quelqu'un ou bien surpasser, qui se dit encore en lingala likoloya, et likolo, c'est encore le pied. Et le pied est associé à Yacobi et à Lakela. Et comme le pied, puisque c'est l'idée du voyage, de marcher, etc., le pied, en lingala likolo, a comme variante le ciel likolo, qui veut aussi dire être au-dessus. Donc, le mariage entre Lakela et Yacobi a donné Yesafwa, c'est-à-dire Joseph,
celui qui est au-dessus ou qui surpasse tous ses frères. Donc voilà toute l'importance de ce mariage qui annonçait en fait l'histoire de Yé-Safwa. C'est pourquoi, après avoir béni ses enfants, donc les enfants et 12 patriarches d'Israël, Lévi, Juda, etc. Donc quand il est arrivé à Yé-Safwa, c'est-à-dire à Joseph, voilà les paroles que son père Jacobi a prononcées. Il a dit: les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions. Donc ont surpassé, sont passées au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'aux cimes des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Yé-Safwa ou Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui est couronné entre ses frères. Donc, fin de citation de Genèse 49, verset 26. Et Joseph ou Yé-Safwa, ça veut dire donc celui qui fait surpasser ou qui fait déborder en augmentant sans cesse jusqu'à dépasser la limite. Et c'était bien l'histoire de Yé-Safwa de Joseph. Mais on va s'arrêter ici. Le Kumnankolo, Tatanzambia Bankulu, Pévi Forcé Santé en salutation. Lakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, mwasi oyo nzambe alakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, mwasi oyo ponanga nzambe akela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, lakela mwasi oyo nzambe alakelanga, lakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, mwasi oyo nzambe alakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, lakela bolingo nanga, mwasi oyo nzambe alakela. Mwasi oyo ponanga nzambe akela, lakela, lakela, mwasi oyo nzambe alakela, lakela nanga.